Bonjour à tous. Dans notre série des conversations, à l'occasion de ce numéro 2, je reçois Christophe Carré. Bonjour Christophe, je suis heureux de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouveau numéro de tes conversations. Christophe, tu es conseiller éditorial, médiateur, auteur et conférencier, et puis spécialiste des conflits et dysfonctionnements relationnels. Tu es l'auteur de nombreux livres, donc il y a dans ceux que j'ai retenus, les plus importants un peu pour moi, c'est Bienveillant avec soi-même, Aimer sans violence, La manipulation au quotidien, Sortir des conflits et Si bonheur c'était les autres. Donc agir pour ne plus subir aussi. Et le dernier, le petit dernier, c'est 50 exercices pour ne plus être manipulé, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Alors, 50 exercices pour ne plus être manipulé, c'est un peu un titre d'éditeur parce que la manipulation, on n'y échappe pas, au moins aux tentatives de manipulation des autres. Donc voilà, mais c'est un titre voilà, qui peut effectivement intéresser certaines personnes dans sa formulation. On va aborder avec toi qui est quand même un spécialiste de la relation. On le voit à travers les titres de tes livres et ce que tu as pu rédiger sur ce sujet, que tu es un spécialiste de la relation et aussi évidemment de la manipulation dans la relation avec les autres, dans lequel les émotions, pour moi, sont vraiment très, très en jeu. Avant de rentrer vraiment dans le sujet, en préambule, j'ai un petit rituel de questions un peu personnelles. Alors, qui était Christophe quand il était petit? Quel enfant étais-tu? J'étais un enfant plutôt timide, plutôt curieux et toujours en fait dans la nature. Enfin, j'avais vraiment, je ressentais l'appel des arbres. Voilà, ma grand-mère m'a initié au jardinage. Voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. C'est quelqu'un d'assez proche de la nature. Mais c'est vrai que j'étais, oui, un peu timide. Et puis alors en classe, j'avais un peu des problèmes de vision. Et quand j'étais gentil, plutôt gentil, on me mettait au fond de la classe. Donc je voyais pas trop ce qui se passait au tableau. Du coup, j'étais pas très bien noté. D'accord. Et quel adulte es-tu devenu alors sur la base de cet enfant-là? Eh ben, je suis resté curieux. Je suis un peu moins timide. Encore qu'il peut m'arriver dans certaines situations bah, d'être pas très à l'aise mais voilà. Et puis surtout oui, j'ai fait mille et une choses et en fait j'ai toujours essayé de faire ce que j'avais envie de faire chaque fois que c'était possible. J'avais pas trop de pression pour survivre ou pour réussir à boucler mes fins de mois, à payer mon loyer. Mais oui, c'est vrai, je suis resté très curieux. C'est pour ça que j'ai fait tout un tas d'activités professionnelles diverses et variées, du journalisme à l'enseignement, et qu'aujourd'hui, j'accompagne des jeunes auteurs qui sont en difficulté, soit pour terminer un livre, soit pour le construire, soit pour le rédiger. Enfin, voilà. C'est ce que j'aime faire maintenant. L'écriture, c'est quelque chose d'assez personnel, d'assez individualiste. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler avec des gens. D'accord. Être soi, ça doit te parler. Pour toi, ça voudrait dire quoi, être soi? C'est pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. Voilà, et en même temps être dans un équilibre personnel, que ce soit au niveau de ses relations, que ce soit au niveau bah, de sa vie au quotidien. Voilà, genre, la question d'équilibre, c'est quelque chose qui te parle, je crois. Ouais, ouais, je crois. Et du coup, voilà, c'est ça. Être soi, c'est ça. C'est être bien dans ses relations, être bien avec les autres, être bien dans sa vie, être bien dans la façon dont on s'alimente, dont on dort, voilà, dont on profite des choses, on trouve les choses belles, enfin, comment on trouve une certaine éthique, certaines valeurs qui parlent. Voilà, c'est un peu mon truc. Voilà. Et alors, dans quel moment te sens-tu vraiment toi-même alors? En fait, je me sens à peu près toujours moi-même, mais si tu veux, je me pose pas vraiment la question de est-ce que à cet instant précis, je suis en train d'être moi-même ou je suis en train de jouer un rôle. Parce qu'effectivement, notamment quand on est en relation, souvent, bah, on est fréquemment dans la manipulation, même si c'est pas une manipulation qui est mal intentionnée, qui est malveillante. Mais bah voilà, on essaye de convaincre les autres, on essaie de leur expliquer des choses. Donc, à ce moment-là, on est toujours un peu soi, mais on est toujours un peu aussi on est toujours un peu une personne avec un masque. Hein. La persona, c'est un peu le masque. Donc, on n'est jamais complètement à nu, en tout cas dans ces relations sociales, je pense.
Après, quand on est dans la nature, quand on est complètement en phase avec ce qui se passe autour, avec la montagne, avec les roches, avec la mer, là, je pense que je suis vraiment moi à 100%. D'accord, au contact de la nature en particulier. Ouais, vraiment. La terre aussi. La terre, ça me parle. La terre me parle. J'adore faire pousser des plantes, planter des arbres, repiquer des tomates. Enfin, bon, voilà, des choses comme ça. C'est vraiment ce qui me fait vibrer, vraiment. Que veut dire réussir et réussir sa vie pour toi? Réussir sa vie, finalement, c'est vivre sa vie. Moi, je me méfie un peu du mot réussir parce qu'il est toujours un peu connoté. Si on ne la réussit pas, ça veut dire qu'on l'échoue. Et est-ce qu'on échoue vraiment sa vie? En fait, on la vit avec les conflits, avec les violences, avec les difficultés. Et puis, à d'autres moments, je pense qu'il y a aussi encore une question d'équilibre, des moments qui sont plus doux, qui sont plus euh, des moments de joie, des moments de bonheur, des micro-moments, voilà, où les choses vont bien. Donc, réussir sa vie, je dirais que c'est la vivre. Mais voilà. Derrière ce mot réussir, c'est un peu comme viser l'excellence, c'est un peu toutes ces injonctions du développement personnel qui me posent un peu problème parce que je me dis, est-ce que, enfin, on est obligé de se mettre comme ça des, des choses qui sont finalement assez violentes, hein, parce que si pour celui qui se dit je n'ai pas réussi ma vie ou je n'ai pas atteint l'excellence, c'est quand même assez douloureux et on peut pas tous être au top niveau, au sommet, sinon on serait très nombreux. Enfin, je ne serais peut-être pas d'ailleurs. Ok, et qu'est-ce qui te permettrait de quitter cette terre sans regret? Quelle émotion t'aimerais ressentir en quittant cette terre? J'aimerais partir en ayant toutes mes relations qui sont un peu difficiles. J'aimerais qu'elles soient apaisées en fait. Hein. J'aimerais, voilà, il y a des gens avec qui c'est compliqué. Euh, alors il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de responsable coupable. Il y a des fois des relations qui sont voilà, un petit peu épineuses. Et c'est vrai que j'aimerais partir avec des relations apaisées, voilà, sans violence. Ah, merci pour cette présentation un peu personnelle, Christophe. On va rentrer un peu dans le vif du sujet. On va commencer par ce que j'appelle moi un peu les fondements émotionnels d'une relation. Tu es spécialiste de la relation, mais pas nécessairement sur le sujet de l'émotion. Pour toi, c'est quoi le fondement d'une relation de base, quoi? Alors, c'est beaucoup de choses. C'est une recette assez compliquée. Voilà, c'est deux individus ou un nombre supérieur d'individus qui sont en relation et donc qui créent, qui coproduisent finalement quelque chose d'autre qu'eux-mêmes. Alors évidemment, dès qu'on s'intéresse aux relations, on est pratiquement obligé de s'intéresser à la question des émotions puisque alors, évidemment, il n'y a pas que des émotions d'ordre social, il y a aussi des émotions qui sont d'ordre interne, on va dire. Hein. Si j'ai des besoins, si ces besoins ne sont pas satisfaits, je vais ressentir des émotions. Je peux pas me nourrir à ma faim, je suis privé de respiration avec un masque qui m'empêche de respirer toute la journée ou des choses comme ça, évidemment, je ressens des émotions désagréables. Après, il y a tout un tas d'émotions aussi qui sont liées à la survie, par exemple la peur du vide ou des choses comme ça, ou la perte d'équilibre. Alors, j'ai appris que la perte d'équilibre pouvait causer des émotions très, très désagréables. Voilà. Après, effectivement, il y a tout ce qui est de l'ordre du social et effectivement, on ne peut pas ne pas partager nos émotions même si je pense qu'elles ne sont pas complètement transposables d'une personne à l'autre et qu'on ne peut pas faire un décryptage émotionnel absolument lisse et totalement sûr. Parce que on est toujours dans la perception, puis dans l'interprétation, et quand on voit des signaux dans le corps, sur le visage d'une personne, la lecture qu'on va en faire n'est pas forcément juste. Donc voilà. Mais c'est quand même voilà, voilà, je pense qu'il y a une part. Si tu es poursuivi par un animal dangereux et puis que la peur se voit sur ton visage, les autres, sans même avoir besoin de voir cet animal, ils vont se sauver aussi, hein, parce que là, il y a vraiment
c'est la question des fameux neurones miroirs. Il y a vraiment des phénomènes d'imitation, donc on perçoit des choses. Et puis, les émotions dans la relation, c'est quelque chose qui est très rapide, qui nous fait ressentir la présence des autres de façon presque immédiate. Avant même qu'on ait pu échanger, qu'on ait pu se positionner sur nos valeurs, sur nos idées, sur nos pensées, sur notre intellect. Il y a tout de suite ce préalable émotionnel qui est là, qui nous prend et ça vibre ou ça vibre pas. Hein. Véritablement, on est vraiment des chambres d'amplification, des chambres d'écho émotionnel en fait. Hein. Je pense que ça, voilà. Donc, tant qu'on est dans une relation virtuelle ou avec les gens, je pense qu'il manquera toujours cette présence physique, émotionnelle. Hein. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué, d'ailleurs, hier, j'écoutais les informations et je crois que c'est à l'enterrement d'un policier où le journaliste a dit les émotions étaient palpables. Donc là, on sent bien que quand on dit les émotions sont palpables, ben, on est dans le corps, on est dans la présence physique à l'autre, on est au niveau donc, deuxième étage du cerveau, enfin, ce qu'on appelle le système limbique, on partage avec les mammifères, et effectivement, c'est ce qui tient les relations, hein, c'est ce partage émotionnel. Partage émotionnel agréable, évidemment, parce que lorsque les relations sont on va dire toxiques, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot-là pour parler des émotions, mais évidemment, on a un ressenti désagréable qui fait qu'on a plutôt tendance à mettre de la distance ou à fuir ou à entrer en conflit ou voilà, à être un peu plus agressif. Hein. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait le fondement d'une relation positive, on va dire, une relation riche sur le plan des émotions? Parce que là, on parlait des émotions négatives, la tristesse, le stress lors d'un enterrement. Là, c'est palpable. Et qu'est-ce qui fait le fondement d'une relation positive? Alors moi, je pense que d'abord, il y a la reconnaissance de l'autre, sans jugement, sans prédintention, parce que c'est excessivement difficile de ne pas juger. Hein, mais sans a priori, sans prédintention, parce que souvent on dit ah oui, il s'est comporté de cette manière parce que il m'en veut, il a un ressenti désagréable par rapport à moi ou des choses comme ça. Donc voilà, il y a toutes ces questions-là. La reconnaissance, donc la connaissance et la reconnaissance, ça me paraît essentiel. Et après, effectivement, il faut sans doute s'accorder sur certaines valeurs communes. Il faut que chacun puisse exprimer ses besoins sans que ça vienne empiéter sur les plates-bandes de l'autre ou que ça vienne nuire à ses propres besoins, la satisfaction de ses propres besoins. Donc, c'est un savant équilibre aussi, là, une relation réussie. Et après, je pense qu'il y a tout un tas d'autres petits facteurs, l'humour, le jeu. Enfin, bon, le jeu, c'est très important, le jeu dans la relation. Hein, et puis voilà, je pense que là, on a déjà un petit cocktail qui permet d'avoir une relation de bonne qualité. Hein, et donc, des ressentis. C'est aussi le partage d'émotions positives dans le lien. La joie, par exemple, c'est une émotion sociale qui permet d'avoir une relation. La joie, le rire, ça c'est des choses. Après, moi, j'utilise pas ta terminologie pour les émotions positives, négatives, parce que pour moi, je préfère parler d'émotions agréables, désagréables, parce que derrière positif et négatif, il y a en fait toutes les émotions, si on veut bien, elles sont positives, parce qu'elles sont un peu comme la fièvre. Un peu, je les compare un peu à la fièvre, c'est-à-dire qu'elles ont toujours un sens et une fonction. Donc nos ressentis en fait sont toujours positifs parce qu'ils nous amènent une information sur la qualité de nos relations, sur notre état intérieur, sur notre équilibre. Donc moi je les trouve toutes positives. Si j'ai peur et que la peur me permet, la peur elle est associée souvent à quelque chose de négatif. Mais si la peur me sauve la vie parce que je me jette dans le fossé alors qu'un bolide fonce sur moi, tu vois, c'est quand même plutôt une émotion positive aussi. Hein, la colère, elle peut être effectivement une vague, un déferlement, mais elle peut aussi permettre de décompresser, de s'apaiser, voilà. Sous réserve qu'elle n'emporte pas tout. C'est bien le problème des émotions. Tout le temps, c'est que, et ça, quand on est dans des situations de conflit, il y a des phénomènes de boule de neige, d'escalade émotionnelle
qui font qu'à un moment, on ne sait même plus quelle est la nature du conflit, ni son origine, ni d'où il vient. On a laissé tellement les émotions prendre le dessus sans parvenir à les réguler que là, voilà, elles emportent tout, quoi. C'est comme une lame de fond, si tu veux. Et là, effectivement, pour la relation, c'est quelque chose qui est délétère, enfin, qui nous tire vers le fond. C'est pour ça que dans la régulation des conflits, parce que je ne parle pas de gestion, encore une fois, des conflits, dans la régulation des conflits, on y viendra peut-être plus tard, mais c'est vraiment la dimension émotionnelle, elle est vraiment essentielle. Si tant qu'on n'a pas en médiation, par exemple, puisque bon, j'ai exercé en tant que médiateur, tant qu'on n'a pas fait cette purge émotionnelle, on ne peut pas ramener les gens à la raison. Il faut vraiment qu'on ait, alors purge, vidange, ça fait un peu penser à des choses, mais bon, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment ça, c'est vraiment ben oui, de faire en sorte qu'on vide son sac, qu'on s'apaise. Alors parfois, effectivement, il faut prendre de la distance. Et parfois, ce sac, il ne faut pas le vider en face de l'autre parce que sinon la relation peut très rapidement se dégrader, c'est sûr. Alors justement, venons des précisions dans le conflit. Quelles sont les émotions qui rentrent en jeu et qui déclenchent les conflits, ou si ce sont les émotions, mais souvent c'est des problèmes de communication à la base, je pense. Et il y a les enjeux, évidemment. Ouais, alors effectivement, un conflit, c'est plusieurs choses, hein. Il y a déjà ce qu'on va appeler un élément dissociant. Alors, ça va être un désaccord sur des besoins, sur des valeurs, sur des choses comme ça. Donc, il va y avoir perception de cet élément dissociant, désaccord. Et puis après, derrière, il va y avoir interprétation. Et c'est à ce niveau des interprétations que ça va commencer à coincer parce que on va commencer à dire s'il agit de cette façon, c'est qu'il m'aime pas, c'est qu'il m'en veut, c'est qu'il veut me faire perdre quelque chose ou me voler quelque chose. Voilà, donc à partir de ce moment-là. Et après, derrière, on a les émotions presque immédiatement, avec la perception qui arrive d'ailleurs, hein. Soit pour qui met soit la personne en colère, soit qui lui fait peur, soit voilà, qui la rend agressive, enfin voilà, hein. Donc il y a vraiment un enchaînement là presque, voilà. Et effectivement, quand les conflits sont traités par la justice, par exemple, la justice ne tranche que des litiges. En fait, elle ne s'intéresse qu'à la partie matérielle du conflit. Par exemple, si mon voisin construit un mur à 10 cm chez moi, alors j'ai vu des histoires comme ça, c'est incroyable, hein. C'est-à-dire que des gens sont prêts à se battre, à payer des milliers d'euros de frais d'avocat, de choses comme ça, parfois pour un morceau de terrain qui vaut à peine une centaine d'euros. Voilà. Mais là, on voit bien donc que la boule de neige émotionnelle a grossi, et que la rationalité finalement est éliminée par cette espèce d'autoroute émotionnelle, hein, qui voilà. Donc ça pousse, ça grossit, et on en vient à faire des choses déraisonnables, et y compris parfois à agresser la personne physiquement ou voilà, ou à la manipuler, ou à faire des choses qui sont pas très éthiques, on va dire. Alors, toi, en tant que médiateur, tu as pu effectivement gérer un certain nombre de conflits, ou en tout cas amener des gens à trouver des terrains d'entente. Et comment tu as pu travailler sur les émotions? Quelles sont les émotions sur lesquelles tu as pu travailler? Tu parlais tout à l'heure de purge. Ça veut dire quoi exactement? Ouais, en fait, c'est le début du travail du médiateur, hein. C'est effectivement faire en sorte que, alors évidemment, le principe, c'est qu'on ne voit pas les gens ensemble tout de suite, parce que si on laisse effectivement la relation dégradée, qu'on installe les gens face à face et qu'on essaie de faire son travail de médiateur, on n'y arrive pas. Donc, si tu veux, au préalable, il faut qu'on arrive à extraire les gens de cette puissance émotionnelle, de cette déferlante émotionnelle, pour les ramener à quelque chose de plus raisonnable. Et donc, de déconnecter quelque part ces automatismes comportementaux ou de pensée, et pour les amener à réfléchir. C'est une sorte de maïeutique, hein. C'est une sorte d'accouchement, en fait, hein. On n'est pas dans le jugement, on n'est pas parce qu'il y a plusieurs formes de médiation. Il y a certaines formes de médiation où, notamment médiation familiale, où on dit par exemple aux gens, ça serait mieux que vous ne vous sépariez pas pour les enfants, pour des choses comme ça. Or déjà là, on oriente les choses voilà. Donc parce que dans la médiation, la fin de la relation, la rupture, c'est aussi quelque chose
qui est possible et qui fait partie de la vie. Hein. Tout ce qui est vivant peut disparaître et mourir, y compris une relation. Mais tant qu'il reste de la colère, en fait, tant qu'il y a de la haine, de la détestation, tant qu'il y a des griefs, on ne peut pas faire une rupture correcte. Et ça, c'est fréquent hein, dans tous les couples, en fait. Si tu regardes bien, tant qu'on n'a pas effectivement pris acte de la rupture de part et d'autre, hein, eh bien, on a des effets. Et donc, que fait la justice? J'ai rien contre la justice, hein, mais elle fait son travail. Voilà, elle tranche dans le litige, les enfants une semaine sur deux, ou les gardes partagées, les choses comme ça. Et au final, elle n'a pas réglé la question émotionnelle et donc elle se trouve confrontée à ses propres difficultés de fonctionnement. Tant que ces questions-là ne sont pas réglées, en fait, la relation ne disparaît pas, la rupture n'est pas actée. En fait, les gens continuent à s'en vouloir et à partir du moment où on continue à se détester, à s'en vouloir, eh bien, en fait, on reste dans une relation. Et donc, finalement, c'est un peu paradoxal, mais en voulant se séparer, en le faisant mal, entre guillemets, pas de jugement de valeur, mais en le faisant de façon dégradée, de cette façon-là, ben, on ne se sépare pas, en fait. Hein, voilà. Donc, tu vois, c'est ça qui me passionne, moi, c'est cette richesse des relations et toujours ce côté émotionnel qui est laissé de côté hein, parce que on n'apprend pas le langage des émotions par exemple tu vois moi je pense que si dès l'école dès la maternelle avec je sais pas comment on peut exprimer ça comment on peut travailler crèche maintenant ouais. Oui, ça se fait peut-être, ouais. C'est en train d'arriver, mais c'est vrai que ce langage émotionnel, et puis surtout arriver à mettre des mots, parce que une gamme émotionnelle, il y en a, elle est très très large en fait. Arriver à savoir exactement quel est le besoin qui n'est pas satisfait chez moi derrière une émotion désagréable que je ressens. Parce qu'à la limite, quand c'est agréable, on n'a pas tellement besoin de se pencher dessus, encore que pourquoi pas, mais c'est intéressant aussi hein, d'arriver à savoir qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce qui me plaît, la présence de qui, enfin voilà, tu vois. Mais voilà, il y a tout un travail à faire, mais à reprendre de A à Z sur la question des émotions et sur arriver à mettre des mots sur mes émotions. À partir du moment où je suis capable de faire ça, j'ai évidemment des relations plus apaisées avec les autres et je ne les montre pas du doigt et je ne me mets pas dans la position de la victime, l'autre est méchant, voilà, on le pointe et on dit tout est de sa faute parce qu'évidemment c'est comme ça que ça se passe. Alors justement, dans les conflits ouverts sur lesquels tu as pu te pencher, comment tu as fait pour faire cette purge émotionnelle et apaiser des émotions qui étaient montées très très haut en intensité et pour que les gens reprennent en fait une vision claire des choses et plus apaisée et surtout plus juste, quoi. En fait, il faut que les gens racontent leur histoire. Là, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre du récit. Voilà, ou voilà ce qui s'est passé, voilà. Et donc, dans un premier temps, si tu veux, on les laisse s'exprimer, et puis après, on commence, alors sans poser de questions, parce qu'un bon médiateur, à mon avis, ne pose pas de questions, mais en reformulant, en amenant des précisions, en essayant d'imaginer ce qui a pu se passer, si tu veux, voilà, on essaie de se mettre en phase avec la personne qu'on a en face et de lui faire prendre conscience du côté peut-être déraisonnable ou du côté amplifié des émotions. Et parfois, il faut plusieurs séances pour faire ça parce qu'une séance, c'est pas, et ça m'est arrivé, hein, parce que si tu veux, de penser que les personnes étaient prêtes et puis d'avoir des choses horribles au moment de la médiation. Parce que je pensais que les personnes étaient prêtes et qu'on allait pouvoir faire un face-à-face apaisé, voilà, formuler des demandes, régler les choses, et puis ça se passe pas en fait. Ça se passe pas comme ça. Juste qui est resté enfoui, c'est ça. Voilà. Après, les gens aussi prennent un rôle et par rapport au médiateur, à la posture du médiateur, certains sont un peu ne se livrent pas totalement et puis quand l'autre, l'objet de toutes les détestations réapparaît, il y a quelque chose comme un circuit automatique, hein, parce qu'il y a vraiment des câblages qui se font automatiquement quand on a détesté quelqu'un pendant 20 ans. Alors dès qu'on voit
son visage, ça y est, ça redémarre. Hein. D'ailleurs, les expressions comme il me donne des boutons ou il me pompe l'air, tu vois, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre du corps, de la respiration. Cette personne me bloque, moi, dans mon corps. Ouais. Donc, on avance petit à petit. Voilà, c'est un lent travail d'accouchement. Ouais. C'est vraiment presque un accouchement pour ramener la personne à la raison et à accepter soit que la relation puisse être réaménagée, soit que la relation soit terminée et qu'on est à la porte de la rupture, quoi. Mais une belle rupture. Et c'est rare, hein. C'est rare, franchement. Si on parle, par exemple, des couples, ça va peut-être être plus facile, hein, dans le monde de l'entreprise. Parce que, justement, émotionnellement, il y a moins d'affect. Pas toujours, hein, je ne veux pas faire de généralité, mais en règle générale, on arrive à régler les choses à la façon de la justice, c'est-à-dire en tranchant, en ayant des compensations matérielles ou des choses comme ça, où les gens s'en vont, compris, tu vois. Mais alors, dans la vie privée, dans les querelles par enfant ou dans les querelles de couple, c'est très, 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 très compliqué. Hein. Voilà. Ces émotions-là, c'est vrai qu'on comprend bien cette puissance, cette force. Voilà. Et revenir à la raison, revenir à des choses pragmatiques, c'est pas évident. Et ça se fait pas en 5 minutes. On a parlé des conflits et souvent dans les conflits, il y a beaucoup de manipulation. Tu es un expert de la manipulation. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Quelles sont les émotions qui seraient en jeu dans la manipulation, qui sont utilisées par les manipulateurs, par exemple? Alors, voilà, la manipulation, c'est la grande question, si tu veux, moi, qui m'intéresse depuis toujours. Alors, en psychologie sociale, ça fait une centaine d'années qu'on travaille là-dessus. La question de la manipulation, c'est devenu un truc énorme. Bon, il faut remettre un petit peu, si tu veux, par rapport à la manipulation, les choses en perspective, parce que la manipulation a toujours existé depuis la nuit des temps. Si tu reprends l'art de la guerre, des choses comme ça, essayer de l'emporter sur l'autre, essayer de le convaincre, donc. Et en plus, il n'y a pas forcément dans la manipulation quelque chose de négatif, hein, même si certaines personnes vont préférer parler d'influence. Mais par exemple, si je manipule un enfant pour lui laisser le choix, par exemple, entre aller prendre sa douche. Certains enfants n'aiment pas se laver. Bon, c'est comme ça arrive. Si je lui dis, est-ce que tu préfères prendre ta douche ce matin ou ce soir après le goûter? En fait, je le manipule parce que je lui donne l'illusion qu'il a le choix, mais c'est pour son bien parce que en matière d'éducation, on ne peut pas transiger sur les questions de propreté, de santé, voilà, comme sur les questions scolaires. Donc, il faut bien faire quelque chose. Si je dis à l'enfant, va te laver tout de suite, sinon c'est privé de ceci ou de cela, on est sûr qu'il va rentrer dans le jeu et que là, du coup, on repart vers du conflit ou que l'enfant va essayer de louvoyer ou il va trouver une solution pour pas avoir à se soumettre complètement. Les enfants n'aiment pas être soumis. Ils n'aiment pas l'autorité excessive. C'est comme ça, les adultes, d'ailleurs, je crois que c'est à peu près la même chose. Donc, si tu veux, je crois que la manipulation, elle est partout présente. Je crois qu'elle existe toujours. Après, il y a effectivement des manipulations méchantes. Voilà. Mais si on revient à cette question des émotions, regarde, il y a la manipulation dans le marketing, par exemple. Tu entres dans un magasin, il y a une théâtralisation des objets qui sont à vendre, il y a des parfums, il y a une certaine température, il y a une musique. Tu vois, ça, quelque part, c'est de la manipulation, puisque à ton insu, on va t'amener à te forcer un petit peu la main. Voilà. Donc, il y a une manipulation intéressée. La manipulation, effectivement, du marchand de cuisine qui va pas tout te dire, ou du vendeur de voiture, ou voilà, dans la société capitaliste, la manipulation est partout présente parce que pour que les gens consomment de plus en plus, il faut forcément les manipuler. Bon, à côté de ça, il y a la manipulation plutôt orientée positivement, et puis après, tu as la manipulation méchante, la manipulation du pervers. Et celui-là, effectivement, avec les émotions, on va dire que c'est un professionnel, sauf que bon, maintenant, il y a tellement de livres sur la question, on se demande encore comment c'est possible qu'il y ait encore des pervers narcissiques.
Ou alors, il y a des gens qui ne sont pas informés de leur pratique, ce qui est possible aussi. Ouais. C'est pour ça que d'ailleurs, moi, j'ai fait un livre parce que je pense qu'il y a une pédagogie de la manipulation et que le jour où tout le monde sera au fait des pratiques manipulatoires, la manipulation ne sera plus un problème. Et qu'on pourra tout à fait… voilà. Donc, effectivement, encore une fois, tu vois, c'est la personne, le manipulateur méchant, lui, va jouer sur ce registre émotionnel parce que donc sur la peur, sur le soulagement, hein, la séquence peur-soulagement, d'ailleurs, elle est utilisée aussi dans la manipulation politique. Hein, c'est-à-dire qu'on fait très peur aux gens, après on leur dit ça va, ça s'arrange, tu vois, c'est une façon de… Voilà. Et les pervers narcissiques, pour ne parler que d'eux, c'est un terme que j'aime pas trop parce que bon, Ouais. c'est un terme de psychologue. Alors en fait, dans le tableau clinique du pervers, il y a déjà le narcissisme. Donc le pervers narcissique, c'est un pervers narcissique plus, si on peut dire comme ça. Et en fait, c'est même pas inscrit dans le DSM, donc le livre des psychiatres. Il n'y a pas la perversion narcissique. Donc, voilà, c'est vraiment un truc plutôt de psychanalyste même que de psychologue. Ouais. Mais effectivement, le registre émotionnel, c'est de Laurent Barre. Donc, le chaud, le froid, les moments agréables. Hein. Là encore, on retrouve aussi souvent les situations amoureuses difficiles avec des situations comme ça. Mais aussi, dans le monde de l'entreprise, il y a des gens qui jouent ce petit jeu, les petits chefs, hein, voilà, qui sanctionnent, qui hurlent et puis qui vous payent un verre après ou qui disent oh, c'était super ce que tu as fait quand même. Bon, typiquement, dans les cas classique de la perversion narcissique, hein. Enfin, de la perversion, en tout cas, le manipulateur pervers. Et sur la manipulation en elle-même, donc tu dis les émotions qui sont en jeu, par exemple dans le commerce, quand on essaye effectivement d'influencer le prospect ou le client à acheter quelque chose, on joue sur des émotions un peu agréables, hédonistes, pour ensuite retourner la personne vers le produit, quoi. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui dans le marketing. Et est-ce que tu as d'autres exemples de ce qui pourrait être utilisé dans la manipulation sur le plan émotionnel pour servir les intérêts de ceux qui manipulent? Tout le temps, enfin, je veux dire, par exemple, je prends l'exemple du pied dans la porte, par exemple. Hein. Donc, c'est le pied dans la porte, c'est finalement réussir, si tu veux, à appâter quelqu'un en lui proposant une petite chose. Et puis après, donc, c'est il y avait une expérience d'ailleurs, je crois que c'est où on dit à des gens, on va vous faire signer. En fait, pour résumer, hein, je bafouille un peu, mais pour résumer, en fait, c'est la théorie de l'engagement. C'est exactement ça, en fait. C'est que dès que les gens se sentent engagés dans quelque chose, ils ressentent une satisfaction personnelle, donc une émotion agréable. Et à partir de ce moment-là, ils vont avoir tendance à persévérer dans le cours de leurs actions, dans le cours de leur comportement, de leur pensée. Donc voilà, en fait, on les stimule, si tu veux, pour accepter une première petite chose et après, on en demande un peu plus, tu vois. Alors, par exemple, dans le commerce, ça va être, je t'offre un gadget, voilà. Après, il y a d'autres choses aussi, c'est sur la peur, sur le registre de la peur, par exemple, le principe de rareté. On crée volontairement un manque, quelque chose qui va devenir rare. Donc, les gens sont inquiets, on sentent effectivement une pression, un stress en se disant mince, je vais passer à côté de l'occasion en or ou du jeu vidéo qui va disparaître parce que c'est Noël et que volontairement les fabricants en ont mis une certaine quantité. Ouais. Voilà. Mais après, il y a tout un tas de registres comme ça, mais à partir du moment où les gens sont engagés dans quelque chose, en fait, eh bien, ils ont tendance à persister dedans. Donc, le but du jeu, ça va être de les entraîner, les emmener toujours un petit peu plus loin là-dedans. Donc, on commence par des petites choses. Après, il y a d'autres pratiques. Par exemple, la pratique de la porte au nez, où là, je vais faire une demande extrêmement énorme. Tu vois, je vais te demander, par exemple, de me prêter 50 000 euros. Voilà. Et puis, donc là, tu es un peu surpris, un peu. En même temps, je joue ouais, voilà, je joue sur ta culpabilité, Oui. parce que tu vas me dire non. Oui. Et puis finalement, tu vois, j'attends un peu et puis je te dis, bon, écoute,
donne-moi 50 euros, ça sera largement suffisant. Tu vois. Donc, je t'ai manipulé et encore une fois, après, du coup, pardon. voilà, voilà. Hein, c'est la séquence, alors pas peur, soulagement, mais culpabilité, soulagement, où finalement, bon, bah écoute, avec 50 euros, j'essaierai de faire quelque chose, tu vois. Voilà. Il y a tout un tas de choses comme ça. Et ça joue souvent sur les décalages, enfin ça active plusieurs émotions différentes et souvent agréables, désagréables, désagréable, agréable, tu vois. Donc, on joue beaucoup sur ce registre-là. Hein, mais après, il y a toute la gamme du chantage affectif, de la Dans culpabilité. le relationnel, dans la vie de couple, il y a Voilà, énormément de manipulation. voilà, Il peut y avoir voilà, de manipulation. voilà. Bah, voilà. Oui, oui, bah, de toute façon, enfin, chaque fois qu'on parle de problèmes ou de questions relationnelles, on va tout le temps être dans la question des émotions, que ce soit les problèmes de manipulation, les questions de conflit. Euh, euh, Tu vois, les émotions sont toujours là, en fait, hein. Le corps est toujours là. On a beau intellectualiser, on a beau faire tourner le cortex préfrontal, donc le haut du crâne, en fait, qui gère la pensée consciente et l'analyse rationnelle, l'esprit critique, tout ça. Mais en fait, il y a toujours cette autoroute émotionnelle qui vient et qui balaye tout. Voilà. Avec la pensée, on est plutôt sur une petite départementale, tu vois. Alors, on a le temps de voir les arbres sur le côté de la route, les habitations, les gens. Mais le registre émotionnel, lui, c'est carrément la grosse vague. Moi, je compare ça à une vague. Alors, pour revenir au fameux pervers narcissique, en tout cas au comportement pervers narcissique, qui lui utilise très facilement les émotions pour manipuler, entre guillemets, sa victime. Là, il y a quelque chose qui est en jeu, qui est de l'ordre du haut niveau des manipulations pour un objectif qui est très, là, ce coup-ci, qui peut être sadique pour le pervers narcissique avéré. Ouais, ouais. Euh, Est-ce que quel est ton avis sur ce, bon, c'est vrai que aujourd'hui, c'est un peu, on en parle un peu à toutes les sauces et tout le monde est pervers narcissique dès qu'il a un conflit avec quelqu'un qui semblerait être d'ordre manipulatoire, alors que la manipulation, comme tu dis, elle existe un petit peu partout dans la vie, c'est une histoire de valeurs ou d'éthique, de valeurs morales. Après, qu'est-ce qu'on en fait, quoi, de ce moyen de manipulation? Mais Ah ouais, ça c'est une grosse question, tu vois, parce que il y a des gens qui écrivent des livres sur la perversion narcissique, des livres qui se vendent très bien, donc qui ont évidemment un écho au niveau social qui est important. Et ce que tu dis, c'est ça. Et moi, j'ai discuté avec des auteurs très connus. Et je leur ai dit, quelque part, vous portez une responsabilité qui est un peu lourde. Parce que, en tant que médiateur, tu vois, moi, dans 90% des cas, lorsque il y a conflit conjugal, l'homme est étiqueté pervers narcissique. ouais, ouais. Donc, à partir de là, tout est fermé. Tu vois, c'est un étiquetage qui est hyper violent en plus, avec des conséquences terribles. Parce que quand tu mets cette étiquette-là sur ton ancienne compagne ou ton ancien conjoint, euh, surtout dans le monde dans lequel on vit, où il n'y a plus de demi-mesure, on est vraiment dans du binaire, quoi. C'est vraiment noir, blanc, c'est gentil, méchant, il n'y a plus de finesse. Or, qu'est-ce que ça veut dire mettre cette étiquette sur quelqu'un? C'est d'un danger terrible. Enfin, donc, je disais ça un jour à un psychanalyste, et effectivement, il y a, si tu veux, on commence à sentir un mouvement de tempérance. Enfin, en tout cas, ils essaient par rapport à ça, tu vois, ils sont allés, à mon avis, trop loin dans l'étiquetage. Alors, les critères, les trucs, les machins, enfin, on ne peut pas réduire les gens à l'étiquette pervers narcissique. Enfin, même si c'est des gens odieux, horribles. Et d'ailleurs, à ce propos, d'ailleurs, tu remarqueras peut-être qu'il n'y a pas un psy d'accord pour s'entendre sur un pourcentage de la population, hein. Il y en a qui vont dire 10% de pervers narcissiques, d'autres qui vont dire 5%, d'autres 1%. Ce qui semble une réalité quand même, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui sont dans ce registre-là
de la manipulation perverse et qu'il y a sûrement des interrogations à faire au niveau social parce que Oui. on peut pas imaginer que tu vois que comme ça, en 2015, quand est apparue cette étiquette et les livres qui vont avec, on peut pas imaginer qu'en 2015, bon, il y a eu, ou en 2010, enfin, peu importe, qu'il y ait comme ça des gens qui sont une génération spontanée de pervers narcissiques, tu vois. Enfin, je comprends pas. Donc, il y a forcément dans la société, dans notre fonctionnement, alors c'est sûrement lié à notre système économique, sûrement lié aux valeurs maintenant qui font de l'existence. Euh, il y a effectivement une fabrique quelque part où je ne sais plus qui c'est Roland Gori qui dit oui, il y a une fabrique d'imposteurs, une fabrique de pervers narcissiques. Je pense que c'est, d'un point de vue social, cette espèce de course vers la réussite personnelle, hein, ce monde L'individualisme. ouais, hyper individualiste, parce que bon, si tu, c'est presque, Jean-Léon Beauvois, là, le prof de psychologie sociale, qui a fait le fameux livre, le petit traité de manipulation à l'usage des gentils, qui parle de swaïsme et qui dit, bah voilà, on en est là, c'est chacun pour soi, et puis surtout, même les gens sont devenus presque des objets de consommation. Il y a plus de volonté particulière de faire durer les relations, de les réparer, c'est l'obsolescence programmée. Un couple, au bout de quelques années, c'est terminé, donc on passe à autre chose. Tu vois, il y a vraiment presque ouais, quelque chose de marchand, une course qui est loin de l'humanité, enfin, en tout cas, qui est loin des valeurs que moi j'ai envie de partager avec les gens. C'est voilà, cette espèce ouais, de réussite à tout prix, en marchant si possible sur les autres. Ça me parle pas beaucoup. C'est vrai que on a l'impression que c'est une tendance générale. C'est peut-être pour ça que les pervers narcissiques émergent, ou on en voit partout. Peut-être parce qu'aussi ces comportements-là se sont exacerbés et que c'était. Oui, et puis je pense même que le monde de l'entreprise encourage ça, par exemple, pour Ouais. ne prendre que cet exemple. Je pense que l'entreprise, elle est conçue de telle manière que on a plutôt tendance à favoriser le développement de ces comportements-là, tu vois. Enfin, c'est peut-être un peu noir comme tableau, mais je me dis la façon effectivement dont on gère les ressources humaines. Hein. Ça, on dirait qu'on s'occupe d'un tas de charbon, tu vois, quand on dit qu'on gère des ressources humaines. On est vraiment dans la gestion, et la gestion, euh, tu vois, on parlait tout à l'heure de gérer les émotions, par exemple, c'est pareil. Moi, j'aime pas tellement cette appellation. Ça aussi, c'est d'inspiration capitalistique. Parce que quand tu gères quelque chose, tu gères ton compte, tu gères un domaine viticole, tu gères n'importe quoi. En fait, tu veux développer ça, Ouais. que ça fonctionne, que ça grossisse. Si tu gères tes émotions, ça veut dire que tu vas les laisser encore plus envahir. Dans l'entreprise, d'ailleurs, on demande aux gens de gérer leurs émotions. En entreprise, on ne leur demande pas de réguler leurs émotions ou d'accepter leurs émotions. Et en entreprise, c'est assez rare qu'on dise les émotions, elles ont le droit d'exister. Et c'est normal qu'on ait des émotions en entreprise. On a toujours tout lissé en disant gérez vos émotions, pas d'émotions ici, quoi. C'est vraiment ça. Pendant des années, on a entendu ce discours, quoi. Mais c'est pareil dans les familles. Hein. Maintenant, c'est un peu en train de changer parce que déjà la parentalité évolue. Mais avant, quand tu étais un petit garçon, que tu pleurais, on te disait les hommes, ça pleure pas, ou les petites filles, faut pas faire ça. Enfin, tu vois, je pense que les émotions, elles font trop appel au corps. Et je pense qu'on est dans une société où le corps, paradoxalement, alors on va le soigner, on va le bodybuilder, tu vois, mais c'est que on refuse par ailleurs beaucoup d'autres fonctionnalités, beaucoup d'autres réactions du corps, dont les émotions, tu vois, parce que ça dérange, c'est pas, voilà. Et puis les émotions, c'est forcément jamais très transparent ni très clair. On n'est pas toujours en mesure, comme je te disais tout à l'heure, de mettre un sens sur l'émotion d'une personne. Et donc, du coup, on veut un monde transparent, on veut un monde presque totalitaire, on va dire, où tout est inscriptible, enfin, où on peut tout déchiffrer, tout lire, tout déchiffrer. Et je pense qu'avec les émotions, ça ne sera jamais possible.
Et je pense qu'il faut accepter les émotions dans l'entreprise et il faut surtout pas les gérer, mais, euh, mais voilà, peut-être en tirer quelque chose. Il ne faut pas oublier que l'étymologie du mot émotion, c'est mettre en mouvement, c'est mettre en mouvement vers l'extérieur. Hein. Et d'ailleurs, on est bien que quand tu intériorises tes émotions, c'est là que tu peux tomber malade. Hein. Enfin, voilà. Surtout les émotions désagréables, quand elles restent à l'intérieur, eh bien, c'est pas très, très bon pour la santé, en fait. Hein. Donc, après, la question, effectivement, c'est de ne pas les laisser tout emporter. Et donc, c'est de ramener les gens à la rationalité, à l'analyse critique, au bon sens, voilà. Hein. Et paradoxalement, encore une fois, tu vois, on a peur de cette dimension émotionnelle et il se passe des choses où on laisse des débordements se faire un peu partout, tu vois, où on ne sait pas trop. Enfin, quand tu vois certains quartiers ou quoi, où il y a vraiment de la colère qui ressort avec une violence incroyable, on sait pas, on est désemparé, on sait pas trop comment traiter ça, ni comment résoudre tous ces problèmes. Avec l'émergence de ces pervers narcissiques, on a vu aussi un peu, c'est bon avec, l'émergence des victimes. Parce qu'en fait, voilà, c'est une position très, très passive, la position de victime, d'une certaine manière, même s'il y a des victimes qui sont des vraies victimes, évidemment, dans des situations extrêmes, de violence ou d'abus. Mais il y a quand même dans notre société un ensemble de victimes qui, au lieu d'agir, se positionnent en victime d'un pervers narcissique, victime de notre société, victime de ci, de ça. Et, euh, et agir, c'est sortir cette position de victime et c'est utiliser des émotions pour se mettre en mouvement. Donc, parce que comme l'émotion est une mouvement, c'est là qu'il faut l'utiliser, quoi. C'est l'accepter pour dire, bah, je ressens une émotion, je l'accepte et hop, ça y est, je bouge, je me mets en mouvement et là, j'agis. Tout à fait, ouais, ouais, ouais. Alors, tu vois, sur la question de la victimisation et de la facilité un peu, alors effectivement, tu as raison, quelqu'un qui se fait écraser par un chauffard, qui perd une jambe, ou on va pas parler de ce genre de victime-là, mais on va parler des gens qui se victimisent un peu facilement. Moi, je trouve que la société en rajoute un peu trop, et les médias, tu vois, parce que finalement, ces personnes, au lieu de leur apporter une aide, on pleure avec elles. Et on a plutôt tendance même à les enfoncer un petit peu plus profond parce qu'on les plaint et puis on dénonce les responsables. Alors, je dis pas qu'il faut pas le faire, hein, si tu veux, mais il faut quand même un petit peu, encore une fois, rééquilibrer les choses. Et vraiment, j'ai l'impression qu'on est dans une société victimaire, enfin, c'est ma lecture en tout cas, et que on a tendance à encourager ça. Parce que, si tu veux, ça nous fait des récits avec des bons et des méchants, tu vois. Et je pense qu'il y a c'est des restes d'enfance. Et puis surtout aussi pour les médias, c'est un sacré bon moyen de vendre des heures de cerveau ou des kilos de papier. On joue du coup sur l'émotion du spectateur ou des spectateurs. Ouais, ouais. Ouais, qui s'identifie un peu parce que, Oui. oui, c'est facile. La Enfin, en manipulation même temps, aussi. C'est la manipulation. ouais, ouais. Ouais, de toute façon, si tu veux, c'est tous les récits, toutes les narrations, finalement, c'est un peu ça, en fait. Hein. Quelque chose serait uniquement descriptif et sans cette dimension émotionnelle, ça serait assez froid. Enfin, tu prends en littérature le nouveau roman, c'est une lecture qui est pas désagréable, mais enfin, on n'a pas cette mise en face, cette vibration émotionnelle, alors que là, euh, tous les événements en fait sont dramatisés, ils sont exagérés, et puis il y a de moins en moins, de mon point de vue, d'analyse critique de la part des journalistes. Hein. On a vraiment l'impression qu'ils sont dans la volonté de nous faire des récits avec comme ça de la violence, des victimes, encore une fois, je ne dis pas qu'il faut délaisser les victimes et puis euh, qu'il faut pas agir, tu vois, mais effectivement, il faut donner aux victimes les moyens de, de, de quitter ce statut de victime et de pouvoir avancer. Je demande donc d'être capable d'accueillir leurs émotions, de les écouter, de les aimer et puis d'en faire quelque chose qui pousse à l'action, qui pousse au mouvement. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui font ça, hein, qui parviennent à faire ça, des gens qui ont des maladies, des choses comme ça, du coup, c'est plutôt la maladie là, qui est responsable de leur situation, mais qui ne se laisse pas enfermer dans ce sentiment un peu passif de, effectivement, là, tout le monde est contre moi, la vie m'en veut.
voilà, je pense que c'est vraiment, de toute façon, toutes les solutions sont toujours à trouver dans l'action. Ouais. Voilà, c'est pour ça que j'avais titré Agir pour ne plus subir, parce que quelque part, si je ne suis pas dans l'action et si j'attends passivement qu'il se passe quelque chose, bah, en fait, je subis et je ne peux pas évoluer. Et c'est quoi alors les bons moyens pour se mettre en action quand on a été mis dans une position de victime pour en sortir, justement, pour plus subir? Moi, je pense que si tu veux, il y a plusieurs types de réactions, hein. Enfin, il y a l'inhibition, effectivement, des gens qui restent passifs. Il y a la fuite. Parfois, c'est une bonne solution, hein. Laborie l'a très bien montré. Fuir quelque chose qui vous convient pas et pour quelqu'un qui est victime, par exemple, ça peut être la fuite dans la créativité, dans l'action, dans l'aide, dans les relations, voilà, on a toujours moyen d'échapper comme ça et d'aller trouver des émotions agréables dans des actions concrètes, dans des relations vivantes. Donc, je pense que c'est vraiment ça. Ouais. L'idée, c'est vraiment de trouver cet équilibre-là, retrouver cet équilibre-là. Après, tout ce qui est de l'ordre de l'agression peut donner aussi des résultats satisfaisants, sous réserve qu'on ne devienne pas, si tu veux, qu'on n'en reste pas là, que ça soit pas juste de l'agressivité qui pourrait effectivement aussi produire des escalades émotionnelles désagréables pour tout le monde. Et voilà. Donc, l'agressivité, je ne suis pas du tout contre. Quand quelqu'un vous a fait du mal, il n'y a aucune raison. Je suis un peu avec les questions de pardon, je suis un peu, tu vois, je pense que c'est pas trop notre culture, à part dans la culture religieuse, la culture chrétienne, mais le pardon, c'est quand même un peu difficile. Enfin, c'est faisable, et puis mais encore une fois, c'est une libération personnelle. C'est pas, enfin, quelqu'un qui vous a fait du mal, on n'a pas trop envie d'aller lui dire. Enfin, c'est compliqué, c'est compliqué. Question du pardon, c'est compliqué. Ouais, faut déjà passer par la colère et ensuite pouvoir pardonner. Il faut d'abord évacuer, quoi. C'est un peu comme sur la purge émotionnelle dans la médiation. Quand situation de victime, d'abord on est en colère et après il faut passer une autre étape pour pouvoir pardonner. Mais c'est quand même un cheminement un peu long, quoi. Je pense que si tu veux, le pardon, moi, je le mettrais en dernière étape, Ouais. après l'action, quoi. C'est-à-dire que j'ai mes émotions qui m'ont aidé à agir, à me lancer dans quelque chose. Enfin, tu vois, dans l'écriture, par exemple, j'ai corrigé le bouquin d'une dame là, qui vient de faire qui va publier un bouquin, effectivement, avec une histoire. Je peux pas en parler parce que il y a les questions de confidentialité, si tu veux, mais avec vraiment quelque chose de très violent et qui a trouvé sa sortie à travers l'écriture, parce que l'écriture, c'est un outil thérapeutique de premier ordre, hein. Donc ça peut être ça aussi. C'est pas forcément une action, c'est pas forcément aller courir après les antilopes. C'est pas vraiment une action physique dure. Ça peut aussi être voilà, une façon de se lancer dans autre chose. Bien sûr. Quand elle a fait, elle, ce travail de thérapeutique d'écriture, eh ben, je pense que maintenant, elle peut pardonner à ceux qui, d'ailleurs, c'est un peu la fin de son livre. Voilà, voilà, il y a des gens qui m'ont fait du mal. J'ai trouvé un moyen de retrouver mon équilibre, mais je l'ai fait moi. Je l'ai pas fait contrainte ou forcée ou conseillée par les autres. C'est pour ça que tu vois même le conseil. Une injonction. Voilà, même le conseil, en médiation, par exemple, on ne conseille pas aux gens de faire quelque chose. C'est vraiment à eux de trouver leur propre solution. Parce que si tu donnes un conseil, quelque part, tu es de nouveau dans une forme de manipulation, tu orientes finalement la personne sur tes propres solutions à toi. Donc, quelque part, c'est pas forcément ce qui lui convient à elle. Et c'est là la limite. Et là, on est vraiment dans la subjectivité, c'est que peut-être que toi, dans cette situation, effectivement, cette action-là va t'apporter ou te ramener un équilibre, mais peut-être qu'elle, pas du tout. Donc, tous les gens qui vous disent, moi, si j'étais à ta place, je ferais ceci ou cela, il faut un petit peu s'en méfier aussi. C'est pas mal intentionné, mais il y a une maladresse bon, qui est humaine, mais une maladresse quand même, et qui vous apporte pas forcément une aide.
et rarement une aide d'ailleurs. Parlons maintenant, justement, c'est intéressant, c'est de la bienveillance qui est aussi un mot valise, en tout cas dans le monde de l'entreprise, qui est beaucoup utilisé pour marketer un peu sa culture et dire voilà, qu'on est une entreprise bienveillante, un peu pour attraper la gestion des ressources humaines, tout d'un coup maintenant devient bienveillant. Euh, et alors j'ai l'impression que c'est plus utilisé presque en entreprise que dans la relation en général, parce que c'est pas, voilà, on parle pas de bienveillance nécessairement facilement dans un couple, ou en tout cas pas spontanément. Et je trouve que c'est une notion qui est intéressante parce qu'elle vient un peu équilibrer ce process de victimisation de la société. Et maintenant, voilà, il faut être bienveillant. Alors, c'est bien d'être bienveillant, ça a des limites aussi, surtout dans le monde de l'entreprise. Mais c'est un sujet qui est aussi très émergent, je trouve. Ouais, ouais, là. Alors oui, tu parles de mots valises, c'est exactement ça, la bienveillance, l'empathie. Tu vois, c'est quand même des choses qui arrivent d'autres cultures, hein, surtout d'Asie, enfin, tu vois, d'autres pratiques religieuses aussi. Moi, j'ai rien contre, hein, mais c'est vrai que par exemple, tu sors un ouvrage, alors les éditeurs ont tendance à vouloir mettre ça parce que c'est encore du marketing, hein, ce mot, on sait que, à mon avis, c'est fini maintenant. À mon avis, les gens sont complètement saoulés de la bienveillance et de l'empathie. Alors on va peut-être trouver d'autres mots pour ça, mais la bienveillance, qu'est-ce que c'est? C'est une forme d'éthique vis-à-vis de la subjectivité d'autrui, c'est une forme de reconnaissance. Voilà, la bienveillance vis-à-vis de soi-même, ben, finalement, c'est peut-être aussi d'être à l'écoute de ses besoins, de ses émotions. Encore une fois, une émotion, c'est un indicateur, elle est forcément positive, elle vous indique que ça va ou que ça va pas, que vos besoins sont satisfaits ou qu'ils ne le sont pas. Donc, à partir de là, la bienveillance envers soi-même, c'est peut-être tout simplement écouter ses émotions, les accueillir, et là, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, pour pouvoir faire en sorte de satisfaire ses besoins. Et quand on parle de la bienveillance avec les autres, c'est trouver un équilibre entre mes besoins et ceux des autres et voir s'ils sont compatibles. Parce que si on vise tous les deux, on est tous les deux affamés et qu'on vise tous les deux le même crouton de pain, il va y avoir un problème. Donc la bienveillance, est-ce que c'est laisser le crouton de pain à l'autre? Est-ce que tu vois, est-ce que c'est partagé? Est-ce que voilà. C'est pas un contrebalancement avec ce qu'on disait sur l'individualisme dans notre société, c'est-à-dire que les gens sont de plus en plus individualistes et ils se rendent compte quand même qu'ils vont vers quelque chose qui n'est pas sain pour eux non plus, parce qu'ils en souffrent d'une certaine manière. Inconsciemment, ils s'en rendent compte. Donc, ils essayent d'aller vers d'autres comportements plus équilibrants, qui s'appellent bienveillance, empathie, etc., pour dire, bah, bon, bah, j'essaye quand même au moins de me sentir mieux en allant vers ça, quoi. C'est les effets de balancier, tu sais, les fameux effets de balancier en physique quantique. C'est qu'on a tiré tellement loin le balancier d'un côté qu'il repart avec force de l'autre côté et que là, on est presque dans la bien-pensance, enfin, presque de façon excessive, j'ai envie de dire, parce que il faudrait quand même pas non plus. Et alors, après, tu as tout un tas de personnes dans le développement personnel, les pseudo-gourous, quoi, qui en rajoutent une couche, hein. Et puis paradoxalement aussi qui sont capables de te dire à titre individuel, enfin sur ta réussite personnelle, de te faire des promesses qui sont complètement incompatibles avec le fait d'être bienveillant, parce que bon, tu vois, c'est pas parce que tu vises un objectif que tu vas l'atteindre. Et puis parfois pour l'atteindre, tu vas un peu empiéter sur le territoire des autres, ou tu vas un peu laisser du monde sur le bord de la route. Donc, il y a toujours un paradoxe. De toute façon, le développement personnel, pour moi, c'est un paradoxe. Moi, je parle de développement relationnel parce que ça m'intéresse plus. Parce que là, la start-up individuelle, enfin, tu vois, l'individu pris comme une entreprise, une micro-entreprise et qui doit réussir, et qui doit gérer ses émotions, qui doit éviter les échecs, qui doit viser l'excellence, comme on dit dans certains. Tu vois, moi, ça me paraît un peu beaucoup. Ça me paraît un peu lourd, ça laisse des gens sur le bord de la route, donc c'est réservé à une certaine élite, voilà, mais bon, ça me parle pas plus que ça, et même si j'ai pu, moi, tu vois, m'intéresser à la PNL ou à l'analyse transactionnelle, à des pseudosciences comme ça, bon, je suis très vite revenu quand même à la systémique,
au fondement, au constructivisme, à des choses qui sont historiquement plus ancrées. Hein. D'ailleurs, la PNL, c'est rien de plus que la sémantique générale avec un peu de constructivisme, et on a mis ça à la sauce moderne et on a mis ça entre les mains. Alors, quand les PNListes se défendent, et c'est souvent un débat assez houleux hein, d'être des manipulateurs, mais pour moi, la calibration, le fait en fait de voir comment les gens fonctionnent pour, tu vois, alors ça peut servir de noble cause, mais dans le monde dans lequel on vit, j'ai des doutes. La synchronisation, c'est pareil, le fait d'imiter certaines postures pour créer des émotions, tu vois. En fait, si j'adopte un peu le même rythme de respiration que toi, la même voix que toi, ou certains gestes que tu fais, adopter les mêmes gestes en miroir, des choses comme ça, c'est de la manipulation aussi. Bon, qu'est-ce que ça sert comme cause? À qui profite le crime? Si je le fais de façon consciente, et moi j'ai l'impression quand même que tous ces trucs, c'est surtout de la manipulation intéressée, souvent. Et que le jour où ça deviendra effectivement des choses qui tirent vers une éthique, vers de la bienveillance, allons-y, tu vois, on aura déjà bien avancé là, on aura fait un grand pas. Ouais. D'ailleurs, à propos de la bienveillance et de la manipulation, c'est vrai que quand on cherche à être bienveillant de manière sans intérêt, là, ça peut être effectivement bienveillant au sens noble du terme, et ça cache souvent en fait une sorte pas un nouveau terme, mais c'est un terme qui est aussi à la mode, c'est l'amour. C'est-à-dire que dans le développement personnel, on parle beaucoup d'amour. Euh, tu as écrit aussi un livre sur l'amour sans violence, comme si effectivement on pouvait aimer en étant violent en même temps. Et derrière la bienveillance, une vraie bienveillance, pour moi, il y a un vrai amour. Et il y a aussi, c'est aussi un mot valise dans le développement personnel et dans d'autres sujets, et qui commence à émerger, et on commence à valoriser un peu l'amour, comme si c'était quelque chose qui était nouveau, qu'on utilise. Il y a l'utilitarisme, l'amour. Ouais. L'amour de soi, surtout, le développement personnel, c'est pour aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Ce qui me paraît complètement aberrant. Enfin, voilà, mais chaque fois que tu dis, est-ce que c'est vraiment comme ça que les choses sont ponctuées? Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se passe? Est-ce que si je m'aime moi, je vais aimer les autres? J'ai du mal à comprendre pourquoi on devrait instaurer comme ça une hiérarchie, tu vois. Je m'aime, donc je peux aimer quelqu'un d'autre. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est dans la relation que l'amour va être. Tu vois, que je vais moi aussi me voir dans le miroir des yeux de l'autre. Je vais comprendre qui je suis. En fait, j'ai forcément besoin, on est foncièrement des êtres de relation. Si je peux pas moi me regarder dans mon miroir, tu vois, et puis dire ah c'est important. Maintenant je m'aime, je vais pouvoir aller aimer quelqu'un d'autre. C'est pas comme ça que ça commence. Même dans la vie. Dans la vie, tu es d'abord pris dans des bras. Tu es allaité ici dans la relation que tu vas grandir, et c'est tes parents qui vont t'accompagner, et donc on peut pas dire comme ça l'amour de soi, tu vois. Alors sur mon livre sur l'amour, effectivement, j'ai appelé ça aimer sans violence, parce que souvent en fait ce qu'on appelle de l'amour, c'est pas de l'amour, c'est une association de gens qui contractent des prêts ensemble, qui achètent voilà. Mais l'amour sincère, l'amour véritable, il est plutôt rare, il existe. Mais c'est pour ça que j'avais associé aimer sans violence, tu vois. Et en fait, c'est quelque chose qui a beaucoup choqué les lecteurs, en fait. Parce qu'on associe là deux termes, le mot amour. On sait très bien que l'amour dans l'histoire, l'amour de Dieu ou l'amour il a fait pas mal de ravages, tu vois. Et encore une fois, c'est élaboré, le professeur Laboré qui disait, oh là là, attention ce mot, moi je m'en méfie parce que il y a une volonté d'appropriation, voilà, tu vois, on possède, on aime ce qu'on possède. Donc c'est pareil dans les relations humaines, un peu, hein, on aime ce qu'on possède, tu vois. Et donc voilà, aimer sans violence, ça a été, voilà, ça a déplu aux gens parce que c'est contradictoire, c'est paradoxal. Alors qu'en fait, non, moi je pense qu'il y a quelque chose qui porte l'étiquette amour et qui recèle aussi pas mal de violence dedans. Et que l'amour sincère, véritable, donc qui n'est pas dans l'appropriation, dans la possession de l'autre, il est plutôt rare. Alors effectivement, c'est quelque chose qui est émergent. On entend de plus en plus parler de ça, si tu veux, mais
mais en acte. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est les actes et de voir où est-ce que ça se réalise. Il y a quelques personnes qui sont dans cette dimension-là, mais ils ne sont pas si nombreux. Hein. Ouais. Ils ne sont pas si nombreux. Et donc, encore une fois, si tu veux, là, il y a dans l'amour, il y a des émotions qui sont parfois un peu paradoxales. On croit qu'on aime, et finalement, ce qu'on aime, c'est la présence de l'autre, parce qu'il vous apporte quelque chose. Et pas... Alors, c'est toujours la relation, c'est toujours les questions, les épineuses questions de pourquoi on est en relation avec quelqu'un et qu'est-ce qu'on attend. Est-ce qu'on attend quelque chose? Quand on aime sincèrement, vraiment, on n'attend rien, on donne et on prend. En fait, c'est la loi de la réciprocité, mais sans que ça soit contractualisé, sans que ça soit. Voilà, c'est un équilibre qui se fait presque naturellement, j'ai envie de dire. Mm. Je reviens d'ailleurs sur l'estime de soi, l'amour de soi. Ça renvoie à l'estime de soi. L'estime de soi est en lien avec les autres nécessairement, parce que c'est l'image qui nous renvoie ou comment on interagit avec les autres qui fait que, en fait, on se sent bien avec soi-même parce qu'on est bien avec les autres et qui nous renvoie une nous-mêmes qui est positive et qu'on se sent dans un équilibre, comme tu disais, qui est correct, quoi. Et, euh, et dans ton livre sur les émotions sans violence, qu'est-ce qui faisait qu'à un moment donné, l'amour pouvait être violent, justement? Et du coup, ça n'était pas vraiment l'amour tel qu'on le définit là maintenant. Bah, si tu veux, moi c'est un livre que j'ai fait pendant ma période, la période où j'ai exercé le boulot de médiateur. Je faisais beaucoup de médiation conjugale, enfin des difficultés de couple, et je me suis dit, c'est quand même incroyable. Ce sont des gens qui s'aimaient ou qui disent qu'ils s'aimaient en tout cas, et qu'ils en arrivent à une telle violence, d'où l'idée de dire, mais bon, l'amour, enfin, si la personne te quitte, c'est encore peut-être une forme d'amour, en fait. Peut-être qu'on peut quitter les gens aussi parce qu'on sent qu'on n'a plus rien à leur apporter ou que la relation est en train de se déliter. Et du coup, est-ce que se quitter dans de bonnes conditions, est-ce que c'est pas encore une forme d'amour? Donc, j'avais réfléchi à ça. Et puis après, j'avais effectivement ce que j'appelle les dragons noirs. J'avais listé la liste. Lister la liste, bon, c'est un pléonasme, hein. Mais j'avais réfléchi à tous les dragons noirs qu'il peut y avoir et qui justement entravent l'amour et sont plutôt des formes de violence, tu vois. Et c'est ce qui m'avait intéressé et je m'étais appuyé un peu sur mes expériences, sur les couples que j'avais rencontrés où voilà, ben, au début on s'aimait, mais oui, alors comment ça se traduisait peut-être cet amour pourriez m'en dire un peu plus sur cette question? Et effectivement, il y avait des liens, il y avait des affects, et des émotions agréables et tout. Et puis, à un moment, ça dérape. Parfois parce que bah, l'amour n'est pas immuable aussi. Hein. Il y a une forme d'amour spirituel qui bouge pas, mais à côté de ça, l'amour humain ou l'amour des gens, bah, parfois, comme c'est quelque chose de vivant, bah, c'est quelque chose qui peut disparaître et mourir. Et c'est comme ça, c'est la vie. Oui, puis on peut être pris par des émotions déplaisantes qui amènent à ce qu'on reconsidère la manière d'exercer l'amour qu'on a pour l'autre et parce qu'on vit des choses qui sont difficiles à accepter, quoi. Et souvent, c'est ce qui fait glisser. Donc, quelquefois, les émotions sont des sources de dégradation de l'amour qui aurait pu être véritable. Sauf qu'en fait, s'il n'était pas véritable et qu'il se dégrade sous l'effet des émotions, c'est que c'est pas tout à fait un amour tel qu'on en parle là maintenant. Donc, c'est Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. souvent, du coup, les gens qui sont victimes de ces situations-là dégradent, enfin, perdent ce qu'ils appellent l'amour, alors qu'en fait, ils n'avaient pas l'amour vraiment. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Parce on peut, à la limite, on peut dire qu'on peut s'aimer même quand on s'aime plus. Enfin, en tout cas, on peut continuer à avoir du respect, effectivement, une forme d'amour, oui, c'est ça. Sauf que c'est plus un amour conjugal, c'est plus un amour amoureux, c'est plus une passion amoureuse. C'est pareil, il y a des étapes aussi dans l'amour. Hein. Il y a des gens qui aiment l'amour passionné. Hein. Je crois les Grecs, on ne sait plus combien de noms différents pour l'amour. Hein. L'amour passionné, il y a des gens qui considèrent que ça, c'est de l'amour et que dès que cette passion s'envole, il n'y a plus d'amour. Tu vois, et alors, encore une fois, là, ce côté consumériste et hyper individualiste revient par là-dessus, on remet une couche et du coup, bah, voilà, ce qui explique la moitié des couples divorcent, que voilà, il y a moins de stabilité. Alors avant, c'était pas forcément mieux, il y avait pas forcément plus d'amour.
C'était encore différent, mais au jour d'aujourd'hui, bon, je pense qu'on est effectivement dans des choses où cet amour-là même dure le temps de la passion, en fait, hein. C'est-à-dire les fameux 3 ans où vraiment là il y a des émotions puissantes, il y a, tu vois, je pense que aussi, je pense que peut-être dans l'esprit humain, on recherche cette force émotionnelle, on recherche à ressentir des choses puissantes, violentes, presque addictives, tu vois, et quand c'est quelque chose, des émotions plus soft, plus douces, peut-être que ça nous intéresse moins. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une partie de la population qui est un peu dans ce registre-là. Il faut ressentir des choses fortes. Et après, quand les choses sont plus paisibles, c'est moins intéressant. Donc, on essaie de retrouver ces émotions puissantes qu'on a eues. Et voilà. C'est Je pense encore qu'il y une a un fois peu sûrement une des. conscience de ce qu'on a comme sentiment. C'est-à-dire que si on a le sentiment, si on a juste une conscience où on est utilisateur d'une émotion puissante, on est dans la passion, elle nous nourrit, ces émotions nous font avancer, voilà, tout va bien, c'est sympa, c'est agréable. Et puis après, quand ça disparaît et on laisse place à un autre type de sentiment et qu'on n'en est plus conscient, on passe à côté de ce dont on a besoin peut-être vraiment. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas conscient du sentiment amoureux profond, bah, évidemment, on se dit bah, il n'y a plus la passion, il n'y a plus d'amour. Alors en fait, c'est qu'il n'y a plus de passion, mais il y a plus quelque chose qui devrait être remplacé par l'amour conscient. Effectivement, il y a une transition entre les émotions et les sentiments. Le sentiment, c'est plus sur le long terme, c'est quelque chose de plus apaisé, de plus raisonnable, entre guillemets. Tu vois, alors que l'émotion, elle est plus. Alors, il y a différents degrés, il y a différents. Mais je pense qu'il y a quand même un peu de ça, quoi. En fait, les gens sont dans l'émotion et passer de l'émotion au sentiment, parfois, on a l'impression qu'on laisse quelque chose, qu'on perd quelque chose. Après, pourquoi pas? Moi, j'ai pas d'a priori sur cette question, mais je pense qu'il y a associé au monde dans lequel on vit, il y a un peu cette idée-là. Euh, et puis surtout, on est effectivement, on n'a pas envie de réparer. Alors peut-être qu'avec l'économie circulaire, on va revenir à des formes nouvelles d'amour, de relation. Mais c'est vrai qu'on a, comme on va balancer une machine à laver parce qu'il y a un problème de pompe, on va pas, voilà, même à la limite, le matériel est même presque conçu, hein, Oui, il est conçu pour être fichu au bout de quelques temps, pour que les gens en rachètent un autre. Donc, à la limite, les gens ont peut-être intégré ça dans leur schéma de pensée. J'ai pas de certitude, j'ai pas fait de recherche là-dessus, mais je me dis, c'est possible. L'amour Kleenex. Alors, en conclusion, comment tu pourrais synthétiser pour toi, à travers tout ce que tu as pu étudier et écrire sur la relation, quel est en définitive le bon chemin pour une relation positive avec des émotions qui vont nourrir cette relation dans le bon sens et peut-être amener sur un amour à terme, peut-être dans le cas du couple, un amour durable et conscient. C'est quoi peut-être pour toi la recette la plus probable pour une réussite, alors pas de vie, mais réussir son couple ou réussir une relation. En fait, moi, j'ai bien peur qu'il n'y ait pas beaucoup de recettes. Je dirais qu'on peut à la limite savoir ce qu'il faut éviter pour éviter effectivement d'avoir des relations dégradées, pour éviter Après, c'est à partir du moment où il y a deux subjectivités qui sont mises en présence, c'est vraiment, encore une fois, la relation qui va apparaître, qui va sortir de ça. Après, oui, on sait ce qu'il faut éviter, on sait que les jugements, les dénigrements, la manipulation, les conflits, tout ça, ça fait du mal, ça dégrade la relation. Parfois aussi, ça la magnifie, hein, parce que une manipulation qui est déjouée, qui est mise au jour, si tu veux, peut-être que ça permet de grandir dans la relation. Le conflit, peut-être qu'il permet de grandir aussi. On a toujours des visions négatives de toute chose. Dès qu'on parle de conflit, de manipulation, on se dit, voilà, moi je dis que c'est aussi une des opportunités. D'ailleurs, les Chinois, pour le conflit, ils ont un mot qui est composé de deux idéogrammes, c'est danger et opportunité. Ça veut dire que le danger, c'est que la relation disparaisse. L'opportunité, c'est que peut-être qu'on peut justement en faire quelque chose. Donc, tu vois, je crois que c'est à chacun un peu de faire son chemin et de construire les choses. Et je pense que même ce
qu'on pourrait considérer comme des entraves, des échecs ou des obstacles sur le chemin, mais en fait, peut-être que ça permet aussi voilà, d'avancer dans la relation. Voilà, et je crois qu'il y a aussi un ressenti personnel à travers tout ça. Je crois que quelles sont les relations que j'ai envie de vivre, quel type de relations j'ai envie d'avoir avec les gens, et puis qu'est-ce que je veux éviter. Et c'est important aussi, en fonction justement de son ressenti, de peut-être pas aller vers des relations où on sait d'avance qu'on est dans quelque chose qui va clocher. Les gens ont perdu, si tu veux, j'ai l'impression, cette forme d'intuition. Ils ont perdu la connexion avec leur ressenti, mais ils ont aussi perdu cette intuition où je sens que ça, ça, ça va très vite se dégrader. Voilà, donc on se lance dans des relations, puis au final, on s'aperçoit que, alors en soi, c'est pas un échec, mais voilà, on est peut-être un peu moins connectés les uns avec les autres, peut-être un peu plus isolés. Alors en plus, les confinements, les choses comme ça arrange pas les choses, hein, parce qu'il il y a vraiment une rupture, y compris, si tu veux, dans les familles, voilà, on perd le contact, on a des contacts qui sont plus médiatisés par l'internet, par téléphone, par des choses comme ça, mais on a quand même un besoin de prendre le corps de l'autre dans ses bras, on a quand même un besoin de l'embrasser, on a quand même là, il y a tout un tas de ressentis, d'émotions qui sont, enfin voilà, et puis de phénomènes hormonaux d'ailleurs qui sont, Effectivement, faut vivre. ouais, on en revient encore, on en revient encore. Et je crois que le grand message, c'est écoutez vos émotions. Votre corps n'en fait pas seulement un objet de présentation sociale, mais acceptez-le, écoutez-le. Voilà. Et en fait, c'est quand bon, c'est vraiment un poncif que je vais dire, mais en fait, il y a quand même une relation entre l'âme et le corps, ou entre l'esprit et le corps, entre les pensées et les émotions, hein, parce que bon, les perceptions, les émotions, les pensées, tout ça interfère. Et donc, quand on ressent beaucoup d'émotions désagréables, en fait, on a des pensées qui sont peut-être un peu plus noires, on a des perceptions qui sont orientées différemment, on voit le mauvais côté des choses. Hein, voilà. C'est vraiment revenir au corps. Bon, bah, ça sera peut-être cette conclusion sur les émotions de ton point de vue, c'est revenir au corps, malgré tout. Et en tout cas, merci pour tous tes éclairages et c'est très Merci Christophe. merci pour cette conversation. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Au revoir.